chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Alexandre Boisson, que beaucoup connaissent et estiment sur TVADP. Alexandre Boisson, ancien policier de la BAC, a assuré la protection des présidents de la République Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il est spécialisé dans la gestion de crise et de sensibilisation de la population aux risques systémiques majeurs dans un monde vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Alexandre Boisson est également cofondateur de SOS Mers. Il nous appelle aujourd'hui à éveiller les consciences des masses, qui est une étape indispensable à notre survie et à celle de notre pays, car Alexandre a aussi été dans la police de proximité et à ce titre, il connaît bien la vie des citoyens et de ce qu'on appelle les quartiers. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Éric Montana nous rejoindra tout à l'heure. On le remercie d'être avec nous. Alors, en préparant cette émission, Alexandre, pardon, tu m'as fait remarquer que pour la première fois, l'humanité est politiquement éveillée. C'est une nouvelle réalité. La politique est un engagement social et les gens savent de plus en plus ce qui se passe dans le monde. Ils sont conscients des injustices globales, ils sont conscients des inégalités, du manque de respect des exploitations, mais ils n'ont aucun moyen d'influencer pour changer la donne. Et tu m'as fait parvenir une vidéo que Éric va peut-être pouvoir passer maintenant, mais je vais te la laisser commenter, un extrait d'une vidéo de Zbigniew Brzezinski, qui était conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, Jimmy Carter, de 77 à 81. The other major change in international affairs is that for the first time in all of human history, mankind is politically awakened. That's a total new reality. Total new reality. It has not been so for most of human history until the last 100 years. And in the course of the last 100 years, the whole world has become politically awakened. And no matter where you go, politics is a matter of social engagement. And most people know what is generally going on in the world, and are consciously aware of global iniquities, inequalities, lack of respect, exploitation. Mankind is now politically awakened and stirring. The combination of the two, a diversified global leadership, politically awakened masses, makes a much more difficult context for any major power, including currently the leading world power, the United States. Alors, les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe, ils ne savent pas comment réagir, et les autorités sont de plus en plus gênées de cette prise de conscience de la part des gens. C'est ça? Tout à fait. Alors, je précise qu'effectivement, en 2011, j'ai quitté mes fonctions de garde du corps de Nicolas Sarkozy par conviction personnelle. Et c'est cette même année que je suis allé écouter Zbigniew Brzezinski, en octobre 2011, donc, au château de Tocqueville, où il recevait des prix, un prix des mains de Valéry Giscard d'Estaing. Bon. Alors pourquoi j'y étais allé? Parce que je voulais absolument être... C'était sous Barack Obama à ce moment-là, c'est ça? Oui, oui. Je voulais être sûr que ce que j'avais entendu dans cette vidéo que tu viens de relayer, c'était vrai, que c'était pas un faux montage. Bon, et j'ai effectivement écouté Brzezinski, qui, pour préciser quand même, hein, est l'un des pères du Bilderberg. Alors le Bilderberg, pour tous ceux qui connaissent un peu, c'est là où nos chères élites politiques vont se faire adouber. Hein, sinon, on n'est pas président. Macron, sous le temps de Hollande, était allé au Bilderberg. Édouard Philippe est allé au Bilderberg. Bref. Donc, c'est un cénacle où on va comploter, hein, c'est les propres propos de Rockefeller que je relais, entre officiels sans scrupules et banquiers d'affaires internationaux. Et donc, Zbigniew Brzezinski expliquait donc, dans cette vidéo, devant un parterre d'élite
donc proche du Bilderberg, que effectivement les populations commençaient à être de plus en plus éveillées. Et on sait que pour bien gérer les affaires d'un pays, ou voire les affaires du monde, il vaut mieux que les gens ne soient pas trop éveillés. Je vais développer encore. Brzezinski est l'un des pères du tititainment. Qu'est-ce que le tititainment? C'est justement tout un tas de programmes télévisuels abrutissants où on maintient à un état de végétatif le cerveau humain pour mieux que les affaires du monde et les affaires des puissants puissent se mener. Donc, on voit bien qu'il y avait donc en 2011 déjà des inquiétudes à ce niveau-là, et la crise Covid a vraiment enfoncé le clou. C'est-à-dire que si effectivement on peut considérer que la violence de l'opération Covid a amené beaucoup de gens à obéir, les moyens employés à l'international pour ça accouchent d'une souris, en fin de compte. Parce que là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, très peu de gens obéissent encore aux injonctions de s'injecter un produit ne respectant pas les bonnes pratiques cliniques. Les gens n'ont plus besoin de QR code pour aller au restaurant et avoir une vie sociale. Et on voit bien que maintenant, il y a même une défiance. Les pires antivax aujourd'hui sont ceux qui ont défendu les manquements aux obligations de prudence et de sécurité. Les pires antivax, ce sont ceux qui ont essayé de vendre un produit qui ne respectaient pas les normes de sécurité. Les pires antivax continuent à essayer de frauder sur les plateaux télé, mais les pires antivax aujourd'hui, que sont ces gens-là, encourent des peines très lourdes, parce qu'on est à je ne sais plus combien de scandales sanitaires à cause de ces placeurs de produits sans foi ni loi. Donc l'éveil de conscience, il est là, les gens réagissent, les gens se mobilisent, les gens n'écoutent plus béatement, malgré tous les programmes qui sont distillés à travers les médias appartenant majoritairement à des milliardaires qui ont la même vision du monde que le Bilderberg, souvent. Et on voit bien que tout ça est en train d'être perturbé, tout ça, ces plans globalistes sont en train d'être perturbés. Et les réseaux sociaux y contribuent largement, de plus en plus. Les réseaux sociaux, c'est un moyen, mais ce qui est formidable, c'est que les esprits humains ont su capter la vitesse, comparé, je vais être plus précis, comparé à l'archaïsme du pouvoir pyramidal. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y avait Paul Virilio qui expliquait que la vitesse allait amener un krach social. Paul Virilio, je vous invite à découvrir, il a fait pas mal d'interviews et il expliquait que dès qu'on crée une nouvelle technologie, on crée le krach ou l'effondrement qui va avec. Aujourd'hui, effectivement, Internet, ça a tendance à accélérer toutes les informations. Alors que le pouvoir politique a un besoin d'amener une information et que ça soit digéré, en fin de compte, que ça mette son temps pour rentrer dans les esprits et que ça soit adopté. Alors que maintenant, la dissidence, ceux qui ne sont pas d'accord avec les grands plans qui sont décidés pour les populations, les dissidents, eux, ont effectivement capté l'intérêt de la vitesse des réseaux sociaux et sont capables de contrer très vite les décisions politiques. C'est ce qu'on a pu voir justement avec nos chers médecins de plateau ou nos chers ministres abusant de qualité vraie pour placer des choses qui n'étaient pas légales. Aujourd'hui, tous ceux qui se méfient du pouvoir, donc ceux qui sont qualifiés injustement de complotistes et qui traquent les comploteurs, utilisent la vitesse pour contrecarrer vraiment les décisions qui devraient mettre du temps. Voilà. Ça réussit. N'hésite pas, je reformule si ça paraissait pas clair. Oui, je pense que c'est clair. Tous ces journaux qui appartiennent à des milliardaires usent de leur influence en écoutant les ordres d'en haut. Ils influent sur les articles qui sont publiés. Et toi, tu suggérais de confronter toutes les unes de ces journaux pour les mettre en abîme avec la réalité. Comment tout à fait, puisque
tout à l'heure, j'ai parlé d'une opération psychologique. Hein. La Covid, c'est quand même tout un tas d'aberrations quand on a des lunettes de la criminalité, hein, quand on les porte et qu'on analyse, qu'on a les grilles de lecture. On voit bien qu'il y a eu une volonté de choquer, de rabâcher des mantras, donc de conditionner, de polariser la population et après de piéger cette population dans ce qu'on appelle le biais d'escalade d'engagement. C'est-à-dire que vous avez été contraint, vous avez dû choisir et après vous allez vous-même essayer de vous convaincre que vous n'avez pas fait le mauvais choix parce que si vous doutiez, ça vous ferait repasser par le traumatisme qui vous avait conduit à prendre cette décision. Donc, vous voyez la violence que ça peut être que d'avoir subi cette opération psychologique. Et ça a été tellement violent que les gens ont été, leurs pensées ont été sidérées. Oui, mais c'était de la pensée là, incapable de réagir, ni de se remettre. Vous savez très bien que les cabinets de conseil aujourd'hui ne passent leur temps qu'à étudier comment fonctionne le cerveau humain, comme le faisait à son époque le père de la propagande Bernays, qui lui-même inspirait Goebbels. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Tout agent du GSPR, officier de sécurité du groupe de sécurité du président de la République, qui ne connaîtrait pas les travaux de Bernays, n'a rien à foutre au GSPR, puisque les complots existent bien. On est obligé de les apprendre pour protéger les présidents. Et les méthodes Bernays de manipulation des masses ont réussi quand même à faire dégager João Arbenz, le président du Guatemala, par des campagnes de dénigrement successives à travers les médias. C'est-à-dire que tous les médias de concert, ce qu'on appelait un média blitz, disaient que l'autre c'était un communiste, alors que c'était pas plus un communiste que ça, Arbenz. Et donc ça a conduit à une guerre civile, faisant des centaines de milliers de morts. Et donc, c'est extrêmement dangereux de laisser opérer ce genre de média blitz sur nos chaînes télé. Alors, comment faire comprendre aux gens qu'il faut devenir rationnel et que ce n'était pas de leur faute, ils ont été mis sous suggestion mentale? Alors, justement, c'est ce que j'avais écrit. C'est ce que j'avais écrit dans le journal Nexus et ce que j'avais dit dans une vidéo. Effectivement, quand vous avez des personnes qui ont subi des violences psychologiques, si je ne m'abuse, c'est l'article 222-14 du Code pénal, elles ont des réactions, ces personnes, les violentées psychologiquement, ont tendance à s'enfermer dans des mécanismes de défense psychotique qu'on appelle le déni et le clivage. Le déni, c'est qu'on vient de subir un truc dont on a encore peur parce qu'on a subi une violence dans sa chair ou dans son esprit. On s'enferme dans le déni. Et quelqu'un qui voudrait vous dire, mais non, mais attends, on t'a raconté n'importe quoi, tes agresseurs t'ont raconté n'importe quoi, la personne est systématiquement exclue. Ça s'appelle le clivage. Clivage et des dénis. Les dénis sont des mécanismes de défense psychotique. Donc, il ne faut pas en vouloir aux personnes qui ont été abusées. Un simple citoyen ne peut pas imaginer que papa État va lui faire du mal. Ils payent des impôts, les contribuables, donc ils s'attendent à ce que les services secrets en sachent plus que les lanceurs d'alerte. Donc, ils ont du mal à comprendre qu'il y a des gens, des civils qui se lèvent pour balancer des alertes et dire non, mais attendez, ce qu'on vous vend comme un truc miracle, c'est une escroquerie, c'est une fraude. Une fraude, c'est trop compliqué pour les citoyens qui sont violentés de se faire un avis. Donc, pour lutter contre ça, il faut rationaliser. C'est-à-dire que je l'explique dans cet article que j'ai mis sur un Nexus ou Panodyssée. Comment font les gens qui sont dans l'intervention, comme par exemple les gens de la BAC ou les pompiers. Bien sûr que c'est pas normal de voir des gens qui se sont fait prendre des balles, donc qui gisent au sol quand on est à la BAC, qu'on assiste à ce genre de choses, ou qu'on voit quand on est pompier des gens qui ont cramé. C'est extrêmement violent pour l'esprit humain. Donc il faut s'entraîner. C'est-à-dire que si on n'est pas entraîné, c'est beaucoup plus l'amygdale du cerveau, donc une partie de notre cerveau qui va réagir, qui donne trois réactions, soit la fuite, soit la prostration, on ne bouge plus, soit l'agression. Et donc ça, c'est les principes de fonctionnement archaïque du cerveau. Donc, comment font les gens qui sont dans l'intervention? Ils s'entraînent. Ils s'entraînent et ils entraînent surtout les lobes frontaux qui vont, eux, rationaliser, dire je suis en intervention, donc je dois agir.
Et puis, à force d'intervenir, c'est pas qu'on est insensibilisé, c'est qu'on sait faire. Il faut laisser de côté l'émotion qui il fait faut être assez réagir. froid, en fin de compte. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. C'est-à-dire que moi, j'ai dû intervenir sur des choses assez chaudes. Souvent, après que l'intervention soit passée, on a une espèce d'état où on se dit, mais on a failli crever, quoi, où on a risqué notre vie. Et donc, c'est des réactions un peu anormales qui se passent derrière. Les gens soit blaguent alors qu'on a eu des morts. Il y a des choses qui sont un peu anormales, mais il faut décompresser. Mais pendant l'intervention, quand on est justement entraîné, les lobes frontaux réagissent de manière pragmatique. Et là, pour les citoyens à qui on ne demande pas de devenir des super intervenants, il faut juste qu'ils reprennent de manière pragmatique ce qui leur a été annoncé par la presse sous influence, donc ce média blitz où on vous accusait d'être vous les agresseurs, hein, c'est-à-dire que si vous ne respectiez pas les consignes, vous étiez les agresseurs, alors que les agresseurs, c'était pas les pauvres citoyens qui n'ont pas inventé un virus dans un laboratoire P4, c'est même pas ce que c'était. Ce ne sont pas eux qui ont fait tout un tas de choses dont ils étaient accusés par l'association de malfaiteurs qui a causé ça. Donc, le truc, c'est de justement être très pragmatique et reprendre les unes de presse, et effectivement, prendre par exemple les unes de Le Monde ou d'autres qui disaient que presque, en caricaturant, que tous les Suédois allaient mourir. Est-ce que tous les Suédois sont morts? Non, bien sûr que non. Dieu merci, non. Donc il faut re-rationaliser absolument. Et là, comme on a la chance d'avoir un élan de conscience, c'est-à-dire que les gens commencent à se réveiller, à sentir qu'on leur a menti, il faut que tous ceux qui ont résisté, donc je pense avant les soignants suspendus, je pense aux gilets jaunes, tous ceux qui ne peuvent plus croire la télé, il faut maintenant là choquer tous les jours sa famille, ses amis. On risque rien, ça va peut-être s'engueuler, il va peut-être y avoir des rejets, parce qu'il y a encore ce déni, ce clivage, mais cette stratégie du choc, elle ne doit pas être laissée aux mains des criminels. Il vaut mieux qu'on choque ses amis, ses parents, sa famille, qu'on rentre dans l'art et qu'on dise « mais on te ment, et ça fait des années qu'on te ment, arrête de croire des menteurs, sinon tu es complice de ça, complice de les écouter, de leur obéir ». Beaucoup de familles, beaucoup d'amitiés ont éclaté avec cette crise. Oui, et puis là, ça revient comme un effet boomerang, parce que les gens comprennent à quel point, beaucoup comprennent qu'ils ont été dupés, et même ceux qui ne veulent pas, qui semblent ne pas vouloir comprendre, ils ont compris. Il ne faut pas oublier qu'ils ont compris. Mais comme nous sommes des êtres grégaires et qu'on a besoin du groupe pour se sentir en sécurité, il faut continuer à informer les gens, continuer à faire des émissions comme les vôtres, où on discute librement, qu'on ait une vraie démocratie, pour que, au bout d'un moment, on massifie, on fasse qu'il y ait un effet de masse et que les gens n'aient plus peur de faire partie du groupe de ceux qui veulent une république, une démocratie, du droit, voilà. Et c'est le travail que tu fais avec SOS Mère, ça, parce que les gens constatent que rien ne va, on est proche de l'effondrement, et qu'est-ce qu'on fait avec ce constat? Alors, effondrement, c'est toujours un mot un peu bizarre quand même si effectivement j'ai écrit un livre avec André Jacques Holbeck, qui est un économiste, face à l'effondrement cybernétique. Oui, c'est le titre du livre. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ces fameux effondrements, parce qu'il y a quand même beaucoup de vendeurs de peur aujourd'hui. La peur, ça fait vendre. Et ce livre avait été écrit parce que c'était vraiment la tendance à l'époque avec Pablo Servigne et tous les effondristes, que de dire que à travers ce livre, déjà, il y avait des solutions et qu'il fallait arrêter avec cette trouille que tout s'effondre. Non, tout se régénère en fin de compte. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, un mode de vie qui ne fait pas vraiment sens au regard de notre trop grande dépendance aux hydrocarbures, lesquels font des guerres, créent des malheurs, tout ça, c'est pas très cohérent. Par contre, effectivement, il y a un effondrement des croyances qui, elle, est très, très fertile. On va arrêter d'attendre que quelqu'un décide pour nous. On passera d'ailleurs, si tu le veux bien, l'extrait
où on voit l'ancienne ministre de la Santé dire qu'elle décide de rien. Donc justement, cet effondrement des croyances, c'est aussi de se dire il faut qu'on arrête d'élire des pantins qui ne nous servent pas. Si effectivement on élit des élus, lesquels élus sont conseillers, mais on connaît pas leurs conseillers, ou alors maintenant on voit à peu près qui c'est avec les scandales McKinsey, mais ça sert à rien de continuer avec une telle démocratie, ça sert à rien, on perd notre temps quand on va aux élections, il faut qu'on connaisse le nom des conseillers. Et donc SOS Maire, c'est de se dire, il va falloir qu'on soit nous-mêmes des conseillers, à l'échelle la plus importante, c'est la base de la pyramide permet son sommet. Sinon, il n'y a pas de sommet. Donc, oui, tu disais, plus la pyramide est basse, mieux ça vaut. Ben bien sûr, parce qu'à l'échelle d'une commune, il faut savoir que quand même sur 35 000 communes, il y en a, je dirais des bêtises, mais je crois que 32 000 sont des communes de moins de 10 000 habitants. À cette échelle hiérarchique-là, on va très vite choper son maire. Donc lui, il ne peut pas trop s'échapper le jour où vraiment il y a un dysfonctionnement dans sa commune. Là, on le voit en ce moment avec les tempêtes en Bretagne. Très vite, on demande au maire ce qu'il a prévu. Hein. Donc, il faut être les meilleurs conseillers si on veut être des citoyens, si on veut décider, si on veut une démocratie. Il faut être des conseillers choc, des conseillers qui sont capables d'aller parler à leurs élus. Alors que vous parlerez difficilement au président de la République, vous parlerez difficilement au ministre, et puis de toute façon, même si vous aviez audience auprès des ministres et du président de la République, les conseillers qui vendent de la mondialisation passeront derrière et tous les efforts que vous aurez faits auront servi à rien. Alors que si vous vous mobilisez sur 35 000 communes, comment vous allez, même si on avait des fous furieux tout là-haut qui voulaient nasser 35 000 communes, les gazer, ça va être très compliqué, il n'y a pas assez d'effectifs. Hein. Donc l'idée, c'est d'être tactique et justement d'aller voir les maires et leur dire, écoutez, nous avons quand même des vraies problématiques de sécurité. Hein. On le voit bien, dès qu'il y a des coupures d'électricité, on a du mal avec Internet, on peut donc plus payer avec la carte, alors qu'on a des fous furieux du World Economic Forum qui veulent tout numériser. Hein, ils veulent passer, Madame Lagarde veut passer à l'euro numérique, c'est rigolo. Une simple coupure d'électricité et tout le monde est en panique. Donc c'est des fous furieux. C'est juste des gens qui sont idéologues, qui se sont dit on a le pouvoir, on peut tout se permettre, et puis les gens ne peuvent rien faire. Ben, ils se trompent. Justement, avec l'éveil des consciences des masses, tout est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui deviennent conscients, à partir du moment où ils regardent au bon endroit, c'est-à-dire leur commune, ils vont commencer à pouvoir dire, écoutez, monsieur le maire, typiquement, vous écoutez béatement souvent les échelons supérieurs à travers le préfet, lequel obéit donc à l'Élysée et donc au conseiller de l'Élysée, hein, en gros, hein, si on schématise. Et ces gens-là, encore au-dessus d'eux, il y a le fameux tonton Claude Schwab qui nous dit qu'on va avoir, vous pouvez aller le vérifier hein, par vous-même, nous allons avoir des cyberattaques. Lesquelles cyberattaques vont avoir des conséquences pour les populations plus graves que la Covid-19, avec des ruptures de chaînes d'approvisionnement et tout. Donc ça tombe très bien. Tonton Klaus a dit à tout le monde qu'on allait avoir des cyberattaques. Alors quand vous êtes répartis sur vos 35 000 communes et que vous dites à monsieur le maire, dis donc monsieur le maire, donc le grand patron, le grand Manitou hein, de la mondialisation, le Great Resetter nous dit qu'on va galérer. Donc qu'est-ce que vous avez prévu en local? Qu'est-ce que vous avez prévu comme résilience alimentaire locale? Comment on va se nourrir? Comment moi, papa, qui a la charge d'avoir un plan de sûreté familiale avec un kit d'urgence pour tenir 72 heures en cas de crise, comment moi je fais au-delà de ces 72 heures pour remplir mon sac à dos? Il y a un petit sac à dos, hein, si vous allez sur le site du ministère, sur le site du gouvernement, vous tapez kit d'urgence 72 heures, vous allez voir un petit sac à dos dans lequel il faut mettre de la nourriture, bien sûr. Mais si vous avez des cyberattaques, comme dit le tonton Klaus Schwab, qui bloquent pendant 6-7 jours vos supermarchés qui sont vides, vous remplissez comment? Donc, c'est de la responsabilité du maire de savoir ce qui est prévu. Sauf que
ils ont tous des consignes pour être mondialistes, ils ont tous la volonté de foutre des supermarchés partout. C'est là où vous faites de la politique, parce que là, vous êtes dans la confrontation, et avec 32 000 communes, plus de 32 000 communes qui sont à moins de 10 000 habitants, quand vous avez mobilisé vos populations, je peux vous dire que là, ça commence à faire eux, à la mairie, et là, vous combattez vraiment le cher maître du monde quand vous n'avez pas envie d'aller dans leur direction. Et c'est là que les gens peuvent s'organiser entre eux, s'entraider. Oui. Mais j'aimerais bien, Éric, si tu pouvais passer cette vidéo de Roselyne Bachelot, parce que c'est quand même édifiant au poste qu'elle occupait à l'époque, c'était à l'époque de H1N1, de la grippe H1N1, où elle avouait qu'en tant que ministre de la Santé, elle ne sait pas à qui elle obéissait. C'est quand même indispensable à entendre, à mon avis. Et qui détient le vrai pouvoir? Absolument. Je me suis dit, je vais avoir des gens qui vont me dire, voilà, il faut faire ça, il va y avoir un type qui va me recevoir, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. On vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir, quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision et sans les avoir détectés. Et voilà. Et le réel pouvoir de décision sont les fameux cabinets de conseil, qui eux-mêmes obéissent à qui? Aux strates supérieures. C'est-à-dire que, et les strates supérieures, c'est ni plus ni moins que l'énergie. Notre société, alors là, on rentre dans la mécanique systémique de notre société. La société n'est pas puissante si elle n'a pas d'énergie. La France importe 99% de son pétrole et de son gaz. 100% des centrales nucléaires fonctionnent avec de l'uranium importé. On a un tout petit peu d'uranium en France, mais c'est vraiment à la marge. Donc, en gros, sans l'uranium, sans le pétrole, sans le gaz, on n'aurait pas cette conversation. Voilà. Donc, ceux qui tiennent les manettes de tout ça sont toujours les mêmes familles. D'accord ? On les retrouve dans Vanguard Group, on les retrouve avec des intérêts chez BlackRock et State Street. Oui. Mais si on fait un tout petit peu d'histoire, il faut bien comprendre que à l'époque où notamment Rockefeller a découvert l'économie du pétrole, plus l'économie que le pétrole en lui-même, c'est-à-dire que Rockefeller, lui, c'était un vendeur, quoi, en gros. Hein. En gros, il aurait vendu tout et n'importe quoi, sauf qu'il a découvert qu'avec le pétrole, c'est John Davidson Rockefeller, il y avait plein d'applications possibles, y compris dans la santé, bref. Les médicaments. Ce type-là, fin 1800, il va être extrêmement féroce, hein, puisque n'en déplaise à nos chers fact-checkers, il va faire le massacre de Cleveland, qui est un complot contre les concurrents. Rockefeller donc voulait racheter les exploitations pétrolières, le dollar symbolique, et puis si vous n'obéissiez pas à la mafia Rockefeller, il vous cassait la gueule, hein, tout simplement. Donc il vous envoyait ses barbouzes et ça marchait assez bien. Donc il est vite devenu tentaculaire avec son Standard Oil. Enfin, c'est devenu une pieuvre avec des tentacules qui prenaient toutes les administrations. Il y a pas mal de références historiques là-dessus, et notamment des journaux qui dépeignaient la Standard Oil comme un truc hégémonique, économique et hégémonique. Et Rockefeller... C'est à ce moment-là qu'on commence à entendre parler d'eugénisme. Pas tout à fait, c'est pas encore à ce moment-là, parce que c'était déjà, si tu veux, lui, il va être un booster à des choses qui existaient déjà dans les loges françaises et anglaises. Charles Richer, c'était l'un des pères des eugénismes, de l'eugénisme en France. Hein. Il a créé sa première école d'eugénisme. Quand on lit ce qu'il raconte, ce mec-là, Charles Richer, c'est une abomination. Hein. Hitler n'a rien inventé dans la sélection des races. Et Margaret Sanger, je crois, fin des années 1800. Voilà, il y avait toute cette petite clique faisait d'ailleurs partie d'une société anglaise de recherche parapsychologique. Alors c'est quand même assez drôle, parce que c'est des gens qui n'arrêtent pas de vous dire que si vous croyez en Dieu, vous êtes peut-être un délirant, mais les mecs qui passent leur temps à aller
faire tourner des guéridons et étudier les médiums. Bon, bref. Alors, je reviens à Rockefeller. Rockefeller, quand même, avec son industrie du pétrole, lui, va sauver par 2 fois Wall Street. J'accélère le temps. Hein. Une première fois où Wall Street vacille et quand le Trésor américain ne sait pas fournir parce que c'est en train de s'effondrer à la bourse, le Trésor appelle JP Morgan qui ne sait pas fournir, et JP Morgan finit par appeler Rockefeller, qui avait déjà fait fortune alors qu'il était pourtant dépeint par la presse comme un voyou, et il va sauver une première fois Wall Street. Et la deuxième fois où il sauve Wall Street, c'est parce qu'il est attaqué. Il y a un président américain, je suis désolé, je ne me rappelle plus lequel, qui en a marre de l'emprise qu'a Rockefeller sur les administrations américaines, et sa Standard Oil, il veut la couper il veut stopper ce président américain, et la justice américaine veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de monopole. Donc il va s'attaquer au monopole de Rockefeller. Sauf que l'autre est tellement puissant, il a sauvé par une première fois Wall Street, que l'attaque de la justice américaine va faire vaciller une seconde fois Wall Street. Donc, vous comprenez bien que les États, ils sont que dalle comparés à ces puissances économiques-là. Donc, tous ceux qui tiennent l'énergie tiennent aussi la monnaie. Parce que souvent, on se dit non, mais il faudrait revenir à l'étalon or. Mais à cette époque-là, quand la deuxième fois ou la première fois Wall Street vacille, on était déjà à l'étalon or. C'était le truc en cours. Et ce qui a sauvé l'économie mondiale, et je ne trouve pas ça bien, hein, c'est juste un constat. C'est le pétrodollar, c'est le baril de pétrole, pardon, qui a sauvé l'économie. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que ces gens qui ont une superpuissance avec l'énergie n'ont eu de cesse que d'appliquer les bonnes méthodes qui ont fait leur fortune, la voyoucratie. Et ils placent leurs pions. Et vous avez vu, donc Rockefeller après fait l'école de Chicago, Milton Friedman et tout, la dérégulation complète du marché. Et puis, il ne faut pas oublier que plus on monte dans les hautes sphères, plus on manque d'oxygène. Hein. Donc les mecs, ils deviennent complètement tarés. Ils ont tellement de pouvoir qu'ils s'emmerdent. Donc leur truc, c'est de devenir un peu pervers. Là, je le dis comme ça, mais je vous invite à regarder les profils psychologiques de tous nos grands dirigeants. Hein. C'est quand même assez compliqué. C'est des gens qui deviennent pervers. Donc leur truc, c'est de savoir comment ils vont baiser les gens. C'est un peu comme 2005 avec Sarkozy, tout le monde vote contre, lui il passe un truc, le traité de Lisbonne, et il se frise. C'est des gens qui sont complètement à la masse. Donc toute cette sphère de voyoucratie avec des pantins politiques chez nous qui vont se faire encenser au Bilderberg pour avoir le droit d'avoir une petite place, en fin de compte ils vont décider de que dalle, puisqu'ils vont être en permanence, ces pantins politiques, entourés de conseillers qui eux-mêmes font partie de la voyoucratie. C'est pour ça que je dis toujours, c'est hyper important de connaître le nom des conseillers, comme le dit Bachelot, que je ne porte pas du tout dans mon cœur, hein, d'ailleurs, mais qui disait, on ne sait pas le nom des conseillers qui comptent. En gros, le devoir citoyen, maintenant, c'est de connaître les noms de ces salopards, hein, parce qu'ils vont à l'encontre de nos intérêts. Et pour ça, il faut chercher qui détient l'énergie, qui en a besoin, c'est ça? Là, c'est là où on va lancer certainement la 3e vidéo, parce que pour boucler avec, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qui on est et qu'est-ce qu'on fait? Parce que cette énergie-là qui nous prédate partout, le gaz, le pétrole, les guerres qu'on fait en Libye, c'est pour qui au final? Qui le consomme, ce pétrole? Chaque Français consomme 4,3 litres de produits pétroliers par jour. Et c'est pas ce qu'on met dans la voiture, hein. C'est tout notre système. Si on va demander à Madame Michu, à Monsieur tout le monde, est-ce que tu as envie d'avoir moins de chauffage? Est-ce que tu veux plus partir en vacances? Est-ce que tu veux avoir moins de bouffe dans les étals de supermarché? Qu'est-ce que nous répondons? Non, bien sûr, bien sûr. Mais tu faisais remarquer que on était encore trop gâtés, trop coucounés pour pouvoir réagir vraiment. Mais on va y arriver. Alors, parce que nous sommes farcis de biais cognitifs. D'accord? il y a plein de choses qu'on a envie de savoir et d'autres qu'on n'a surtout pas envie de savoir. Et dès que je pratique ces discours, en fin de compte, je crée de la charge mentale. C'est-à-dire que déjà, il faut vérifier ce que je raconte. Bon.
Et puis derrière, on se dit, mais merde, là, ça veut dire que quelque part, j'aurai une responsabilité. Ça, les gens refusent d'avoir cette responsabilité. Pourquoi? Parce que si on a une responsabilité et qu'on refuse un état de fait, le truc d'après, c'est il va falloir faire autrement. Et là, c'est de la charge mentale. Alors que quand vous laissez le sale boulot se faire, fait par les autres, vous enlevez les mains. Ça va être l'extrait qu'on va passer. Avant de passer cet extrait. Oui, alors c'est l'extrait du film Lord of War. Ouais. Avant de passer cet extrait, je voudrais faire un comparatif avec un truc qui est beaucoup plus, qui semble un peu moins gore que ce qu'on va voir. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment la viande. Moi aussi, j'aime la viande, d'accord? Mais est-ce que je tue mon animal? Non. Non. Je ne vais pas parler des autres, je vais parler de moi, d'accord? Si je devais me farcir de tuer la vache, d'ouvrir son ventre, d'avoir tous les trucs dégueulasses qui tombent, qui puent et tout, est-ce que je me boufferais autant? Non. Donc, est-ce que je suis content que quelqu'un s'en charge pour moi? Oui. Oui. Je suis très content qu'on s'en charge pour moi. Est-ce que ça me rassure si, sur la barquette que je prends au supermarché, il y a une petite vache qui a l'air d'être toute heureuse? Ben oui, ça me rassure. Je trouve que c'est bien. Donc là, je viens de dépeindre, la légende qu'on nous raconte, les guerres pour les démocraties, tous ces trucs, ces foutaises, ces guerres de religion qui cachent toujours des intérêts pétroliers et gaziers ou des contrôles de matières premières. Donc je viens de dépeindre ça, cette légende, cette petite vache qui a l'air toute heureuse, ou mon boucher qui me dit « Ah, elle a été bien élevée ». Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, mais ça me rassure de le croire. Et puis après, le sale boulot, c'est pas moi qui le fais, c'est le boucher. Donc s'il faut prédater du pétrole, du gaz et ainsi de suite, et qu'on doit avoir ça à un prix que la main du marché, à savoir la nôtre, accepte de payer pas cher, je vous laisse découvrir cet extrait. Everybody's wrong. Young people speak in their mind are getting so much resistance. From behind time will stop. Hey, what's that sound? Everybody looks what's going down. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Pour que vous y soyez préparés quand ça arrivera. Je vous écoute. On va venir nous dire que quelqu'un vous demande à l'extérieur. Dans le couloir, il y aura un de vos supérieurs hiérarchiques. Il commencera par vous complimenter pour le magnifique travail que vous avez accompli. Il vous dira que le monde est plus sûr grâce à vous, que vous allez obtenir une citation, une promotion. Sur quoi il vous donnera l'ordre de me remettre en liberté. Vous allez protester. Vous allez même sans doute menacer de démissionner. Pour rien, je serai effectivement relâché. Je serai libéré pour les raisons mêmes qui vous font penser que je devrais être condamné. Je suis la collaboration zélée des hommes d'État les plus violents et des dictateurs les plus inhumains qui soient sur cette terre. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que certains d'entre eux sont les ennemis de vos ennemis. Et comme il se trouve que le plus gros marchand d'armes de la planète est votre patron, le président des États-Unis qui vend plus de matériel en une journée que moi en un an, il peut s'avérer embarrassant qu'on retrouve ses empreintes sur la gâchette. Et c'est pour ça qu'il a besoin de freelance comme moi, pour approvisionner certains amis dans le besoin. Donc, si à vos yeux, j'incarne le mal, malheureusement pour vous, je suis un mal nécessaire. C'est terrible. C'est terrible. La France, 3e vendeur d'armes au monde. Voilà. Est-ce que combien de présidents africains qui voulaient faire des choses pour leur peuple ont été flingués? Vous connaissez la réponse, c'est plus d'une dizaine. Est-ce que De Gaulle n'a pas affamé, laissé affamer au Biafra les Biafrais pour des tracés de pipeline, gazoducs, dans son conflit avec l'Angleterre? Alors que De Gaulle, on prend toujours comme exemple, je suis ami d'ailleurs avec Laurent De Gaulle, que je salue, il sait très bien que je parle comme ça. Voilà, c'est la réalité économique, énergétique de notre société.
Maintenant, donc, pourquoi je tenais à ce qu'on passe cet extrait? C'est parce que, justement, quand on enquête, comme beaucoup d'entre nous enquêtons sur la mécanique, sur qui sont ces gens, qui ont tous les pouvoirs, pourquoi ça se passe comme ça, notre monde, pourquoi il y a la nouvelle ordre mondiale, pourquoi ça... On finit, au bout d'un moment, par avoir toutes les réponses. Parce qu'il suffit de chercher. Ce qui est assez fascinant, sans que ce soit positif, hein, cette fascination, c'est qu'ils disent toujours ce qu'ils vont faire. Ces grandes familles, vous aurez un nouvel ordre mondial. Moi, j'entendais, hein, Sarkozy disait, personne ne pourra aller contre ce nouvel ordre mondial. Là où il se fout le doigt dans l'œil, c'est que si l'éveil des consciences est en train de changer la donne. Comment changer la donne? Justement, quand on arrive à ce point d'enquête où on se dit « Waouh !» Mais moi, donc si je pourrais être ce flic hein, dans cette séquence du film, oui. Où on voit donc Nicolas Cage qui est en train d'expliquer que voilà, il y a des espèces de Ziad Takidine, des gens comme ça qui vendent des armes et qui passent sous les... qui échappent toujours quelque part un petit peu à la justice, une justice qui laisse toujours un peu faire. Ah oui, mais c'est étroitement lié à ce que nous décidons de faire ou de ne pas faire. Nous, en volume, 68 millions de Français qui consomment 4,3 litres de produits pétroliers par jour, ça fait quand même des centaines de millions de barils. Hein, il faut aller chercher. Alors, est-ce qu'il faut d'un seul coup se priver de tout? Est-ce que pour autant, il faut tout arrêter? C'est pas possible déjà. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on bloque sur... mais qu'est-ce qu'on peut faire si on est face aux responsabilités? Qu'est-ce qu'on peut faire si, pour reprendre mon exemple, à un moment, le boucher, je dis, je le fais plus. Je tue plus ton animal pour toi. Fais-le. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, il y a des moyens de le faire. Si, il y a des moyens de le faire. Il y a des moyens de commencer à être plus conscient et beaucoup plus résilient. C'est tout le travail de SOS Mer. Comment combattre la manipulation lorsqu'on sait qu'on est victime de manipulation? Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que la manipulation, quand elle est bien faite, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc, on ne peut qu'être aidé par des gens qui, étonnamment, eux, ont compris ce qu'était la manipulation ou on s'en sortit pour pouvoir justement être aidé à s'en sortir. Et moi, j'ai trouvé qu'un seul moyen à ça, hein, c'est le droit, la loi. La manipulation, on la retrouve à l'article 223.15.2 du Code pénal. C'est toutes ces techniques qui ont été employées de suggestion mentale des populations pour arriver aux fins déterminées, aux desseins déterminés par nos chères élites, là, qui voulaient qu'on soit tous en mode crédit social à travers la vaccination. Et voilà. Et donc l'étape d'après, parce que pour moi, je vais revenir à la manipulation, mais pour moi, la vaccination, c'était à peine la partie émergée de l'iceberg. Là où il faut aller enquêter en bon enquêteur antifraude, c'est du côté des investissements sur les machines de contrôle numérique. Puisque le plan, il était beaucoup plus le crédit social que la vaccination elle-même. La vaccination donne accès au crédit social. Donc il faut beaucoup plus regarder quand les flux de capitaux sont partis sur les machines de contrôle. D'ailleurs, Thalès faisait une grande vidéo où elle vous expliquait comment, Thalès vendeur d'armes, ils allaient faire donc le fameux portefeuille numérique, machin, complètement indexé à ce que disait d'ailleurs Klaus Schwab, avec la base c'était au centre, vous étiez vacciné, puis après vous aviez tous les droits numériques pendant qui vous permettaient d'être inséré dans la vie sociale. Bon. Pour sortir de la manipulation de ça, donc déjà on en est un peu sorti. On en est un peu sorti parce que grâce au travail des réinformateurs, donc les fameux dits complotistes, qui sont des gens qui ont juste de l'instinct et qui se méfient des multirécidivistes, il y a eu déjà cette aide extérieure. Ce qui manquait, et moi ce que j'ai essayé de faire pour Verity et bien d'autres, Christine Coton aussi, c'est de leur donner le droit comme épée et comme bouclier. Parce que quand vous savez
dire qu'un médecin de plateau pratique, alors tous ceux qui vendaient, hein, bien sûr, un truc dont ils ne savaient rien, pratique, l'article 223.15.2, des techniques de suggestion mentale, c'est-à-dire rabâcher un élément de langage jusqu'à ce que les gens ne puissent plus faire autrement que pour être tranquille, pour que l'autre se taise, faire ce qu'il a dit. C'est des dérives sectaires, ça. Oui. Ce sont des dérives sectaires. Donc le droit est très aidant dans ce sens-là, parce que quand vous regardez beaucoup d'articles du Code pénal, c'est ce que j'ai présenté à Verity, c'est ce que j'ai présenté à d'autres, hein, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il faut déposer des plaintes contre ces gens-là, qui sont des manipulateurs. Et là, ils ont atteint un degré de manipulation criminelle, puisque là, on a injecté des enfants qui avaient plus de 99% de s'en sortir avec un produit dont on ne savait rien, dont on savait depuis les auditions à l'OPESCT que c'était nocif dans le cadre d'un essai. Eh ben, ces manipulateurs sont criminels parce qu'ils ont continué à prétendre le contraire, ils ont continué à frauder, et donc ils sont responsables en partie des crimes causés. C'est-à-dire que tous ceux qui continuent à rabâcher qu'un truc dont on ne sait rien, c'est un produit sûr, sont des charlatans, et au-delà de ça, s'ils entraînent la mort, ils doivent être conduits au tribunal pour le crime d'empoisonnement. Alors, je sais qu'en ce moment, ils se racontent des histoires, tous ces médecins de plateau et les autres espèces de fact-checkers à deux balles, sans compter les trolls, ils se racontent des histoires. Parce que beaucoup, et là je tiens à tirer mon chapeau à un monsieur qui s'appelle Hubert van den Toren, qui a écrit au Conseil supérieur de la magistrature. Vous pourrez trouver sa lettre sur Internet, vous tapez « lettre de Hubert van den Toren », et lui, il dépeint comment certains magistrats, qui font partie de cercles philosophiques, pour ne pas appeler ça autrement, liés à la pègre, se tiennent. Donc en gros, si vous avez un espèce de biais de surconfiance de certains médecins de plateau qui pensent qu'ils ne vont pas aller en tôle, parce qu'ils ne vont pas être jugés, parce qu'ils font partie de cercles philosophiques, eux, ils vont tomber très haut, de très très haut. Parce que, pour avoir été dans la police et savoir ce que c'est qu'un forcené, ils ont les forcenés, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. D'accord? Oui. Et là, en l'occurrence, ce sont des parents qui ont perdu des enfants et qui donc n'ont plus rien à perdre. Sauf que ce n'est pas des forcenés qui pètent un câble. C'est des forcenés qui apprennent la loi aujourd'hui et qui veulent que ces médecins de plateau aillent discuter sous les douches en prison. Donc, ils vont les avoir, c'est sûr et certain. Parce que si, pour arriver à ces fins, il faut passer par les techniques de Hubert van den Toren alors, Hubert van den Toren, petite parenthèse, ils ont tenté de l'assassiner 3 fois. Ils ont fait cramer 2 fois son entreprise. Et le mec, il est encore debout et il a fait virer des juges qui étaient liés à des cercles philosophiques et donc la maçonnerie et liés à la pègre. Bon, sauf que ces fous furieux qui pensent qu'ils sont invincibles et indéboulonnables parce qu'ils s'entretiennent dans des croyances d'invincibilité, ils se trompent. La loge Athanor, vous savez, la loge là où il y avait des barbouzes de la DGSI, de la DGSE qui pensaient qu'on pouvait buter un coach comme ça parce qu'on fait partie des frères, ben, ils sont mis en examen. Et quand vous êtes en mesure d'identifier quel juge va être mis dans le procès pour tout complètement orchestré pour que les coupables s'en sortent, quand vous savez identifier ça, comme D'Angléan, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, François D'Angléan, qui est spécialisé dans les procès truqués, mais c'est fini. Vous êtes dans un contexte d'éveil des consciences des masses, où il y a des gens qui ont été mis à la porte de leur profession, je pense aux suspendus, des gilets jaunes qui ne croient plus du tout à la télé, qui ont compris maintenant à quel point ils avaient été manipulés par les algorithmes. Je vous invite à écouter la dernière émission de Nexus. Vous avez une frange colossale de la population. Bien sûr que ce n'est pas toute la population, mais une frange dissidente colossale qui s'échange à la vitesse d'un tweet, à la vitesse d'Internet, des informations pour savoir qui va être le juge qui va juger nos médecins de plateau. Et c'est extraordinaire ce qui se passe, extraordinaire. Ça, c'est le côté positif. Oui. Il a une chaîne, je vais vous la montrer, parce que ça me tient à cœur que vous aidiez ce monsieur. C'est un survivant, il est incroyable cet homme. Il a réussi à faire virer des juges qui étaient
lié à la pègre. C'est quand même fou, ça. Personne ne conteste en général la justice. Eh bien, lui, si, c'est ce monsieur. Donc, abonnez-vous à sa chaîne, il va en sortir une bientôt de vidéos où il vous explique, il a sorti un bouquin, et ça va aider des millions de Français de savoir qui sont ces membres d'une association de malfaiteurs qui se permettent d'instrumentaliser la loi, qui se permettent d'abuser de qualité vraie. Ça n'a pas lieu d'être en démocratie. C'est une note d'espoir s'il a réussi à virer des juges, parce qu'aujourd'hui, la magistrature, dans sa plus grande partie, est il faut assez... continuer à... je ne veux pas croire dans le sens sectaire du terme. Hein. C'est simplement technique. La justice, moi j'ai eu à protéger des juges, donc je ne suis pas contre les juges, hein. Sauf que, au contraire, moi je dis qu'il faut aller en justice. Mais c'est une balance bénéfice-risque sociétale. Quand tout le monde se fout de la loi et tout le monde est persuadé à cause justement de ce qu'on vous raconte en permanence avec la télé, avec les médias, dont on sait quels intérêts ils servent, que la justice dysfonctionne, ben les gens se détournent de la justice. D'accord? Donc c'est un phénomène de masse. On reprend toujours l'exemple du juge pédophile qui mettait sa fille de 13 ans sur le trottoir, mais combien de juges foutent en tôle des pédophiles aussi? Vous savez, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. D'accord? Donc il faut se méfier. Il faut se méfier parce que la justice, c'est une balance bénéfice-risque. Si la masse, qui est la vraie force, hein, la masse, c'est la plus grande force, c'est la force du nombre, laisse la justice aux mains des mafieux, ben on a des juges aux prises avec Al Capone. D'accord? Par contre, quand vous avez des Elliot Ness qui sont capables de, comme un Hubert Van den Toren, de dire, mais monsieur le juge, sur le carnet des pots de vin, vous apparaissez. D'accord? Ben, d'un seul coup, le juge qui devait libérer Al Capone va le foutre en tôle. D'accord? Dernier exemple avant de te libérer la parole, si on prend les archives nationales, est-ce que les juges qui jugeaient les résistants en 1944 ont tous été changés, ces juges, en 1945? Vérifiez. Très peu. Et comment ça se fait que après ils jugeaient les collabos cette fois-ci? Mais c'est parce qu'il y a une pression sociétale qui s'est faite. Donc, je pense que les plaintes sont essentielles. Les procureurs, qui soient aujourd'hui avec des piles et des piles de dossiers, c'est aussi un indicateur qu'il se passe quelque chose dans la société. Et quand les procureurs, les juges d'instruction voient qu'il y en a de plus en plus qui veulent que les manipulateurs qui ont tué des gens, hein, avec des manquements aux obligations de sécurité qui étaient volontaires, quand ils vont voir qu'il y en a de plus en plus qui veulent en tôle, ils vont se dire, qu'est-ce qui est le plus grand risque pour nous, les magistrats? Est-ce que c'est la mafia, la petite mafia de multirécidivistes de la santé, hein, ou est-ce que c'est la population qui risque de ne pas nous pardonner qu'on les laisse encore s'échapper? Je vous pose la question. La population est en train de réagir parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont déjà déposé plainte. On fait partie d'un collectif avec Eric, sous l'égide du professeur Trito qui portait plainte à La Haye pour biocrime. Il y a aussi le CSAPSE qui a déjà déposé plainte, une première plainte en juin, je crois, 2021. Et tous ces collectifs font appel à chaque individu qui a subi des effets indésirables ou des pertes dans leur famille, de porter plainte individuellement contre les personnes qui les ont injectés carrément. Et de plus en plus d'individus portent plainte en leur propre nom. Christian Perron a porté plainte. Voilà, c'est... Eric, tu veux parler de l'action du collectif? Oui. Je fais, Alexandre, le même constat que toi, mais avec un peu moins d'optimisme par rapport au droit. Parce que je suis un homme âgé, j'ai quelques années de plus que toi, donc je m'intéresse à la politique depuis longtemps.
j'ai passé une partie de ma vie à essayer de moraliser la politique en tant que conseil en communication parlementaire, et j'ai perdu mon temps. On ne moralise pas la politique, malheureusement. Moi, je fais le constat que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et des preuves, je peux t'en donner de nombreuses. J'ai posé la question à Carlo Brusa sur ce même plateau. Je lui ai dit, Carlo, tu as dans ta pratique au quotidien, tu déposes de multiples plaintes avec Réaction 19, il est très actif, très dynamique. Il nous a expliqué qu'il a déposé 6200 recours auprès du Conseil d'État. 6200 recours après avoir déposé des plaintes, après avoir fait appel, etc., etc. 6200 recours balayés d'un revers de la main. J'ai un confrère journaliste qui travaille avec nous sur TV-ADP, qui vient de produire un livre qui s'appelle Les Démasqués, qui m'a dit que, d'après le travail qu'il a fait, que plus de 50% de la magistrature est composée de gens liés plus ou moins à la pédophilie. Nous constatons tous les jours que le gouvernement ne gouverne rien, qu'au-dessus du gouvernement, il y a, comme tu le disais, des cabinets de conseil, et qu'au-dessus de ces cabinets de conseil, il y avait des Vanguard et des BlackRock. Alors, effectivement, l'opinion publique commence à comprendre que le monde est gouverné par des cartels bancaires et par la finance mondialiste apatride qui a, parce qu'ils ont l'argent, les moyens de corrompre n'importe quel politicien, n'importe quel député, n'importe quel sénateur, n'importe quel président, et de s'acheter même un pays s'ils le souhaitent, puisque l'argent dont ils disposent est illimité, et qu'en plus, la manière dont ils se sont organisés fait qu'ils s'enrichissent à chaque minute qui passe. Donc, l'argent étant le nerf de la guerre, l'argent dont ils disposent leur permet effectivement de nous faire vivre dans ce système qui est complètement vicié, où on vit dans des prisons à ciel ouvert en ayant l'impression d'être libre, parce qu'on peut aller au restaurant, parce qu'on peut partir en vacances, parce qu'on peut aller dans une boîte de nuit. Mais quand tu fais la radiographie d'une existence humaine dans ce système, tu te dis, mais est-ce que la vie, c'est aussi peu de choses? Est-ce que la vie humaine se limite à pouvoir aller au restaurant, à pouvoir aller au cinéma, à travailler 8 à 10 heures par jour, à se taper 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport le soir? Est-ce que mon temps de vie vaut le salaire qu'on me donne? Et tu te rends compte qu'en réalité, on nous donne des miettes pour nous maintenir en situation de survie économique, parce que quand tu es en situation de survie économique, évidemment, tu n'as pas la force de faire la révolution. Tu deviens une espèce d'esclave gentil, malléable, pas un fouteur de merde, en tout cas. Alors, quand tu fais ce constat-là, moi, je suis ravi que tu proposes l'idée de revenir à la politique locale. C'est ce qu'est en train de faire Bernard Claudel, le fondateur de TV-ADP, qui est en train de mobiliser dans beaucoup de communes de France des gens qui ont fait le même constat que toi et qui ont compris qu'effectivement, la reprise du pouvoir ne peut se faire qu'à la base de la pyramide. Ça, c'est en supposant qu'effectivement, ceux qui sont en haut de la pyramide nous le permettent. Parce que comme ils sont en haut de la pyramide, ils peuvent changer les règles du jeu à tout moment, comme ils le font depuis 3 ans, en bafouant toutes les libertés publiques, en portant atteinte à nos droits constitutionnels, en nous interdisant même de manifester pour les Palestiniens, alors que le monde entier manifeste pour la Palestine. La France est le seul pays où on n'a pas ce droit.
Donc, oui, mais ça ne marche pas, Éric, parce qu'on n'a pas le droit de manifester, mais il y a des manifestations interdites, il y a des gens qui vont avec leur écharpe tricolore. Donc, non, mais je suis d'accord, mais sur le principe qu'un pouvoir s'oppose au droit constitutionnel de ses citoyens à manifester pour la cause qu'ils souhaitent défendre, ça me paraît déjà une grave atteinte à la liberté, sur le principe. Même si, comme tu le dis, on manifeste quand même, mais ça veut dire qu'on se met en situation d'être hors la loi, de désobéir. Alors moi, je préconise une formule plus radicale, cher Alexandre. Je préconise la désobéissance civile massive. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on est gouverné par une mafia, par des gens qui n'ont ni foi ni loi, qui bafouent eux-mêmes les lois de la République, je ne vois pas pourquoi nous, simples citoyens, on devrait se soumettre à l'arbitraire d'une mafia politique. C'est le premier pas. Ce que propose Alexandre, c'est beaucoup plus soft. Avec SOS Mère, il y a moins de violence, non? Non, c'est beaucoup plus violent. C'est beaucoup plus violent, mais plus festif. Voilà, la violence est nécessaire. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a des textes de loi pour utiliser la violence strictement nécessaire. Mais la violence, ça fait partie de la société. Et la violence physique, moi, je la rejette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin. Ceux dont tu viens de parler, Éric, maîtrisent justement le carnet de chèques, maîtrisent le compte bancaire des flics, des militaires, qui de toute façon, parce que ce sont devenus des mercenaires du crédit auto, du crédit immobilier, pour des raisons de payer les études de leurs gamins, ces flics, ces militaires vont de toute façon obéir aux boursiers, aux banquiers qui dirigent nos États. Donc ça sert strictement à rien d'aller se confronter sur un terrain où c'est perdu d'avance. Par contre, il faut se souvenir des grandes batailles et comment, en fin de compte, on déstabilise les légions romaines, comme l'a fait Hannibal Barca, 216 avant Jésus-Christ, à la bataille de Cannes. On sort un peu de la boîte, on désorganise, et puis à moitié moins d'hommes, il a foutu une branlée aux Romains. D'accord? Il aurait dû marcher sur Rome, il s'est retenu, il a eu tort. Quand on s'attaque à un empire, c'est jusqu'à la fin. Donc le principe, c'est que là, je vous ai montré GameStop, d'accord? Donc ces banquiers de Wall Street et ainsi de suite, ils n'ont pas peur de vous provoquer, ils n'ont pas peur de vous envoyer flics, ils n'ont pas peur de tout ça. Par contre, ils ont peur à leur portefeuille. Et l'affaire GameStop, c'était quoi? Je vais faire très court là-dessus. C'est des petits gamers, des gens qui aimaient leur boutique de jeux vidéo, contre lesquels les boursiers de Wall Street avaient misé contre. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, bah, ça y est, c'est terminé, de toute façon, avec Internet, il n'y a plus besoin de boutique, donc on flingue tout ça. Sauf que des petits gars qui se sont rassemblés, on dit, on tient à nos boutiques, on tient à nos boutiques. Je caricature au maximum. Hein. Regardez les articles, c'est beaucoup mieux expliqué que moi. Et ils ont réussi à faire vaciller Wall Street, parce que leur truc est fragile quand même. Hein. Alors, je vais vous montrer autre chose. Je suis désolé, je ne peux pas les partager directement, mais c'est pas grave, vous pourrez retrouver les... Voilà, ça donc c'est BlackRock, Vanguard, les nouveaux maîtres du jeu. Et oui, vous avez dans cet article, en fin de compte, tout ce qui tienne. Donc toute votre bouffe, d'accord? Toute votre bouffe, ça c'est un maillage de toutes les entreprises qui tiennent, et là-dedans, il y a énormément le secteur de l'énergie, bien sûr, mais il y a aussi l'alimentation, d'accord? Là, la majeure partie des gens qui nous écoutent, et même nous-mêmes, nous avons en notre estomac du BlackRock, du State Street et du Vanguard. Donc, oui, tu peux féliciter ton ami qui cherche à relocaliser de l'alimentation parce qu'à travers la fête, on leur fait la fête. Vous comprenez? Plus on va créer les systèmes de solidarité locaux, donc plus on va justement vouloir flécher nos achats vers du local. Amener à la table des gens qui n'ont pas les moyens, à travers des solidarités, à travers justement le fait de cuisiner ensemble, les invendus des producteurs locaux. Ça leur fait mal. Parce que sur le même modèle que si on commence à s'attaquer, parce que sur des grandes tables
On met justement la nébuleuse BlackRock, Vanguard et First State Street et on remplace par-dessus, au-dessus des nappes où sont imprimés ces Black. Vous mettez le local qui vous sert à vous, l'apéro local, la bouffe locale et puis les copains qui viennent. Là, vous leur cassez la gueule. C'est violent, hein, parce que là, ils ne vont pas savoir faire. C'est un élan de conscience qui va faire que petit à petit, vos ventres vont se libérer. Là aussi, il y a un truc très vertueux, c'est que vous luttez contre l'escrologie. Qu'est-ce que c'est l'escrologie? Je vais vous en parler rapidement. Moi, j'ai fait partie de ces sphères un peu collapso, écolo, qui ont été d'une lâcheté, mais d'une lâcheté. Au moment où il y avait une dictature sanitaire qui se mettait en place, ils fermaient leurs plombs. Ils ont même osé, certains de mes anciens copains, me traiter de complotiste. Moi qui avais dû aider, apprendre les complots pour protéger des présidents. Donc je lui ai dit, vous avez une maladie mentale. Une maladie mentale. Puis, allez vous faire 3 doses de produits dont on ne sait rien et qui ne sont pas du tout des circuits courts. Étonnamment, ça ne vous dérange pas. Hein, et les QR codes qui dégagent le CO2 de malade, parce que le premier pollueur avant l'aviation unie, c'est Internet. Là, les écolos, pas un mot. Non, la dictature, c'est pas si mal. Hein, donc, ils étaient complètement alignés avec l'histoire du pangolin. Ils étaient complètement alignés avec l'idée d'avoir même des quotas carbone. Donc, ça, c'est des escrocs. D'accord ? Parce que quand vous commencez à relocaliser, vous faites tomber 23% de produits d'émissions de CO2, puisque vous avez plus besoin, oui, vous avez plus besoin d'autant de camions, plus besoin d'autant de tracteurs, plus besoin d'autant de mondialisation. Les mêmes là qui vont se coller les mains et ils sont manipulés. Comprenez bien que les pauvres sont manipulés. Les mecs qui se font coller les mains là pour l'écologie sur des tableaux de maître ou qui s'attachent sur l'autoroute à emmerder leurs parents, qui sont souvent des spicards, qui ne peuvent pas faire autre chose que prendre leur voiture diesel pour aller au boulot, et bien ces gens, ils sont manipulés par un type qui s'appelle Trevor Nelson. Trevor Nelson, un pote de Bill Gates, lequel Trevor Nelson est aussi très proche du World Economic Forum. Et qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Donc, il pile du pognon à Extinction Rebellion, donc toutes ces mouvances où on climato-radicalise les mômes. Mais pour mieux placer quel produit? Qu'est-ce que fait Trevor Nelson? Il finance Westfuel. Donc, c'est en gros, pour synthétiser, on fait pousser des champs à coups de glyphosate, à coups de tout un tas de saloperies pour avoir du rendement. On récupère un maximum de déchets verts et on en fait du waste fuel qui va faire tourner quoi? Les super tankers ultra polluants. Parce que même si ça émet un tout petit peu moins de CO2, ça continuera à émettre beaucoup trop de CO2 pour continuer la mondialisation. Vous avez toute cette clique d'escrolos qui vont vous vendre des trucs, des confinements climatiques. Comme ça, vous êtes chez vous, vous utilisez Internet qui fait aujourd'hui réouvrir des centrales à charbon. Internet, tapez justement sur Internet, vérifiez ce que je vous dis. Une partie d'Internet fonctionne avec des centrales à charbon. Mais vous comprenez bien que ces gens sont complètement tarés. Alors, quand cette fameuse table, vous faites une fête, et vous faites la fête à ces maîtres du monde. Et puis, vous mettez donc les produits tout manufacturés dégueulasses qui rendent les gens malades, et progressivement, avec l'insertion sociale, avec justement du festif, vous remplacez tous ces trucs-là parce que vous avez su célébrer en local, produire en local, cuisiner ensemble en local. Et là, vous leur cassez la gueule. Et ça, ils savent pas. Qu'est-ce qu'ils vont envoyer? Les flics? Ben non, parce que les flics, vous les avez convaincus. Quand nous, à l'issue du premier confinement avec des anciens gilets jaunes, on a fait à Bolène, la ville de Bolène, une dégustation d'e-crime. Alors, c'était quoi la dégustation d'e-crime? C'était de dire, écoutez, là, on a quand même eu chaud avec la crise Covid. Je vous rappelle quand même que les transporteurs de camions avaient menacé de débrayer. Donc, s'ils débrayaient, plus rien dans les supermarchés. D'accord? Parce qu'ils ne pouvaient plus aller au resto. Rappelez-vous de ça, c'est hyper important. Et comme par hasard, après, eux, ils pouvaient retourner au resto, les routiers. Rappelez-vous de tout ça. Rappelez-vous. D'accord? Oui. On avait eu chaud. Et puis donc, on a bien compris que sans la mondialisation, personne ne pouvait survivre sur nos territoires. D'accord? Donc nous, avec des gilets jaunes, place de Bolène, on se dit, on va récupérer de la bouffe chez les producteurs locaux, puis on va montrer à quel point c'est ridicule. Il y a tellement peu pour nourrir tout Bolène, d'accord? Toute la ville de Bolène. Et puis, les autres n'étaient pas contents, le maire, et toute la clique, le préfet.
Ça nous a envoyé les gendarmes. Eh ben oui, mais justement, viens, toi, le gendarme. T'as quoi? T'as un ventre? Ta famille a un ventre? Ta famille ont des ventres. Ils font quoi, tes chefs, là? Ils ont prévu? Regarde ton dit crime, qu'est-ce qu'il y a dedans? Document d'information communale sur les risques majeurs. Est-ce qu'ils pensent à la résilience alimentaire? Non, pas du tout. Pourquoi? Bah, tu veux savoir pourquoi? On parlait aux gendarmes à ce moment-là. On avait la chance de voir, je crois que vous les avez déjà reçus, Claude Diot et Martine Donnette. Oui, on les a reçus. Franchise, qui démontre à quel point il y a une corruption terrible. 418 milliards. Oui, 418 milliards. Rien pour la région PACA, t'imagines? Rien pour la région PACA. Il y a combien de régions? Multiplie. Est-ce qu'on a encore une dette française? Non. Mais tout ça tient à la corruption. Donc, si on commence à s'y mettre sur nos territoires, et un assable, un gazable, un mutilable. Deuxièmement, on convainc les flics, parce qu'eux aussi se rendent compte de l'escroquerie, qu'eux aussi sont piégés, parce que j'avais fait une émission avec les anciens de la Légion, la NACL, et donc là, c'était des militaires qui m'attendaient au tournant pour dire si oui ou non j'avais raison. Ils m'ont dit, bah putain, t'as raison. Donc, flics, militaires, machin. Les autres, ils appuient sur quel bouton à la fin? Je vous pose la question, ils appuient sur quel bouton pour nous foutre sur la gueule? Il n'y a plus de boutons sur lesquels appuyer. Et eux, des comptes à rendre. Tu comprends pourquoi c'est violent, Jackie? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'un autre côté, les gendarmes et les militaires ont une particularité, c'est qu'ils ont été soumis à l'obligation vaccinale et enregistrent un taux d'effets secondaires qui est absolument effrayant, une surmortalité qui est tout aussi effrayante, mais de laquelle ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont tenus par le devoir de réserve. Moi, j'espère effectivement. J'ai pas entendu, Alexandre. Qu'est-ce que tu disais? Ce qui est important, ça passe pas aux 20h. Oui. Même sur les réseaux sociaux, ce qui est important, je vais te dire, quand on a touché à la famille des militaires, quand on a touché à la famille des flics, ils se vengent. Et c'est très bien que ça arrive comme une vague silencieuse. C'est très bien. C'est un régal de voir tous les espèces de guignols, de médecins de plateau, manipulateurs, croire en leur impunité. C'est un régal. On attend que ça. Vous vous rappelez de Chypre qui voulait envoyer des flics? Mais à ton avis, pourquoi les flics, eux, n'ont pas été soumis à l'obligation vaccinale et pourquoi les gendarmes et les militaires ont été obligés de se faire vacciner? Parce que les flics c'est un peu particulier. Hein. Il y a des syndicats, c'est pas la même corporation. Les gendarmes, malheureusement pour eux, ils sont beaucoup plus, avec ce statut militaire, ils sont un peu plus piégés. Moi, j'en connais des gendarmes, j'ai beaucoup d'amis gendarmes. Hein. Donc, moi, il n'y a pas de guerre de police-gendarmerie. Et au GSPR, je travaillais avec des gendarmes. Donc, j'ai jamais eu de problème avec les gendarmes. Mais c'est pas le même statut. Et les pauvres gendarmes qui ont essayé de résister, ça a été très, très chaud pour eux. Par contre, maintenant, ils entendent en messe basse, putain, t'avais raison. C'est la grande muette. Hein. Vous comprenez quand même que là, nos traîtres, les traîtres de tout en haut, ils ont fait une connerie monumentale. Ils se sont attaqués au continuum sécurité-défense. Ils ont fait injecter au continuum sécurité-défense un produit, alors qu'eux, ils devaient être mieux renseignés que tout le monde, manquant aux bonnes pratiques cliniques. Vous croyez que ça va rester impuni, tout ça? Mais c'est pour ça qu'on nous fait péter des trucs à droite, à gauche. C'est la panique absolue. C'est ce que disait Brzezinski il y a 12 ans en arrière. Là, ils ne savent plus le gérer. Cet éveil des consciences, ils ne le savent plus le gérer. Maintenant, le truc, c'est de ne pas rester à la fin de l'enquête, comme l'enquête dans l'ordre of war, là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit savoir quoi faire. Et quoi faire, c'est travailler ensemble, et pas qu'en France. Hein. Moi, je vous invite à regarder ce qui se passe sur le plan panafricain. Écoutez-les. Écoutez-les, parce que là, si nous, on ne veut pas réduire nos 4,3 litres de produits pétroliers par jour, nos amis africains qui veulent s'en sortir maintenant, ils vont nous y aider à réduire la consommation. Donc, mais il faut faire le panhumanisme. D'accord ? Justement, tu me tends la perche pour te reparler de ça, et c'est ce
souhaitait aborder Jackie. À l'initiative du professeur Joseph Trito et d'Astrid Stuckelberger, et suite à la mort du docteur Olivier Soulier. Tu as dû entendre parler de la mort de ce médecin, considéré comme un complotiste majeur, victime de 7 passages devant le Conseil de l'Ordre, parce que le docteur Olivier Soulier faisait l'historique. Il remontait aux sources de la conspiration en disant, voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat d'une conspiration qui remonte à l'histoire. Et les choses d'ailleurs, nous allons rediffuser tout à l'heure, juste après cette émission, une émission à laquelle avait participé le docteur Olivier Soulier, dans laquelle justement il explique les tenants et les aboutissants de cette conspiration. Il a été primé le 16 et le 17 juin de cette année, et j'ai eu le privilège de faire partie des 2 personnes qui ont été primées par la plus grande organisation mondiale médicale et scientifique, qui est justement présidée par le professeur Trito, avec qui Olivier Soulier avait convenu de bâtir un mouvement européen pour déposer des plaintes contre les médecins vaccinateurs, contre ceux qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger leurs patients, contre ceux qui ont obéi sans même se poser la question aux ordres et aux protocoles que donnaient les autorités sanitaires. Et ce collectif, désormais, initié par le professeur Trito et par Astrid Stuckelberger, est en train de s'étoffer de jour en jour. Donc, il y a de nombreux collectifs dans toute l'Europe, de médecins, d'avocats, de familles de victimes, qui sont en train de s'unir et de se réunir pour déposer justement des plaintes devant la police. Et nous avons encouragé, et nous allons continuer à le faire, à déposer des plaintes, non pas dans des commissariats de quartier, mais chez les gendarmes, parce que les gendarmes sont exactement dans la même merde que nous. Ils ont été soumis à l'obligation vaccinale et ils subissent eux aussi les conséquences dramatiques de l'injection du poison vaccinal. Ceci pour dire que on suit un peu ton conseil de dire bon, ben, il faut faire confiance au droit et il faut faire confiance à la loi. Moi, je suis un peu plus dubitatif, mais le professeur Trito m'a convaincu qu'il fallait choisir cette option-là, parce que si on ne nous rend pas justice, à ce moment-là, nous serons légitimes à dire, écoutez, vous voyez, même la justice est corrompue et il n'y a aucune chance d'obtenir justice par ce biais-là. Pourtant, on va monter jusqu'à La Haye, Alexandre, déposer plainte pour crime contre l'humanité au nom d'un groupe européen qui regroupe des médecins, des chercheurs, des scientifiques et des avocats. Quand tu es allé au bout du bout, tu sais, même endroit, c'est prévu. Tu sais, par exemple, quand tu es agressé avec un couteau ou une arme, tu as la légitime défense, l'article 122.5 du Code pénal. Et plus largement, quand tu te retrouves acculé par que des corrompus qui occupent des postes clés et qui veulent te martyriser, eh bien, il y a l'article 122.7, ce qu'on appelle l'état de nécessité. Donc, il faut aller jusqu'au bout de tous les recours. Et je t'assure que des juges, bien, il y en a. Des magistrats, bien, il y en a. Et à un moment, ils vont se sentir soutenus. Ils vont commencer à combattre certains de leurs collègues corrompus, liés à des dossiers, ou même menacer eux personnellement, parce qu'il y a beaucoup de juges qui ont la pègre sur le dos et qui ne peuvent pas faire autrement qu'obéir un peu à Al Capone. Quand les gens vont comprendre, nous créons notre réalité. N'oublions jamais que nous créons notre réalité. Et j'en termine là-dessus, parce que je pense qu'on a dépassé, hein, mais en 1944, en étant pragmatique, qu'est-ce qui permettait à des gens d'écrire des jours heureux? Les jours heureux, c'était le programme du Conseil national
de la résistance. Les jours heureux. C'était l'enfer. Il y avait des collabos partout. Les gens mouraient, les résistants étaient torturés. C'était quoi? Ils ont cru. Pas cru pensée magique, là, comme tous les trucs New Age dégueulasses qui ont été inventés pour rendre impuissant. Il faut croire et se battre. Et y aller. Et là, aujourd'hui, si on veut déglinguer les mecs qui pilotent nos pantins politiques, c'est l'oseille, c'est sur l'oseille qu'il faut les attaquer. Et sur tous nos territoires. Et je peux vous dire qu'ils vont commencer à mordre leurs pantins. Vous allez voir. Oui, oui, je veux y croire et je voudrais le voir avant de mourir. Hein. Vraiment. Oui. Donc c'est l'optimisme. C'est l'optimisme qui prime. Faites des fêtes, parce que les fêtes sont structurantes. Et n'oubliez pas que justement, après-guerre, tout le monde voulait faire la fête, ils voulaient oublier. Là, on est après-guerre. Leur guerre psychologique, ils nous l'ont menée, ils l'ont perdue. Et je remercie solennellement, ça vaut ce que ça vaut, tous ceux qui ont résisté, qui en ont pris plein la gueule, qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas d'ailleurs, parce que moi, je vais vous dire qu'à chaque fois que je parle, j'ai un service après-vente d'une clique que je vais retrouver d'ailleurs, qui dit non, mais Boisson, c'est un infiltré, c'est toujours les mêmes trucs. Si ces gens-là étaient honnêtes, ils prendraient 2 minutes ma vie et surtout, ils accepteraient de me rencontrer. Mais non. Alors, je vous le dis, je vous remercie solennellement tous ceux qui ont résisté, parce que la guerre psychologique qui a été menée, elle était incroyable, incroyable de violence psychologique. Ils s'y sont mis à plusieurs et sur plusieurs États, et ils ont vraiment réussi quand même un coup de maître de faire croire que c'était mondial, alors que le truc, enfin que c'était une attaque d'un pangolin mondial. Il était très très balèze quand même ce pangolin. Et les gens qui ont résisté ont pris plein la gueule, mais alors ils ont ouvert une voie, une brèche que je n'ai jamais vue, en tout cas jusqu'à maintenant. Et mon dernier mot, c'est moi qui étais garde du corps de président, je peux vous le dire, rien n'est plus puissant que le nombre quand le nombre est tactique et déterminé. Voilà. Garde du corps, c'est pas un X-Men, c'est quelqu'un qui bénéficie de la croyance populaire que justement ce sont des X-Men. Et si c'était le cas, les présidents ne prendraient pas des tartes à la crème dans la gueule, de la farine, et voire pire, hein, quand on pense à Harry. Donc, restez confiants. Bravo à tous ceux qui ont résisté. Maintenant, c'est le temps de faire la fête, de remplacer sur nos tables par les produits qui nous servent, nous, et qui nous rendent en joie, sans racisme. Au contraire, il faut lutter contre ça. Moi, je fais beaucoup, comme tu l'as dit, Jackie, avec des gens des quartiers, mais qui sont formidables, ces gens des quartiers, qui comprennent bien plus vite que d'autres les enjeux de résilience, les enjeux d'écologie. C'est des gens formidables. Allez vers eux. Voilà. De comprendre l'intérêt de la société. C'est gentil, Alexandre, de finir sur cette note-là, parce qu'on constate qu'effectivement, en ce moment, les forces de la division sont au travail. On nous dresse les uns contre les autres pour mieux régner sur nous, en clair. Mais effectivement, oui, mais nous n'y arrivons pas. On a déjà gagné. On a déjà gagné. Merci. Sur ces paroles Merci, Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Eric. Merci à toi. À bientôt, Alexandre. N'attendons pas des mois et des mois avant que tu nous fasses l'amitié de revenir, parce que, comme je te l'ai dit... J'ai attendu un an. Voilà, ta parole est précieuse. En plus, en toute modestie, je partage tes analyses et je considère qu'elles sont d'utilité publique. Donc, tu fais partie des gens qui doivent s'exprimer de plus en plus, parce qu'il existe un vrai besoin et qu'il y a une véritable urgence. Merci. Merci. Bonsoir, ne quittez pas parce que nos programmes continuent et ce soir, c'est du lourd. Hein. Merci. Bonsoir.